Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur le conteneur. Si vous voulez tout savoir sur le conteneur, c'est bien ici que ça se passe. Donc, je suis Robin Potet, le directeur de Circoe. Donc, Circoe, c'est un centre d'innovation en logistique basé au Havre. Donc, on expérimente toutes les technologies possibles dans le monde de la logistique. Et si vous voulez venir nous voir après la conférence, vous pouvez venir à l'extérieur dans le conteneur bleu qui est juste à côté de la marine. Vous pourrez vivre des expériences impression 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, appliquées à la logistique. Donc venez, c'est entièrement gratuit, vous êtes les bienvenus. Donc aujourd'hui, lors de cette conférence, on va parler de la vie du conteneur. Donc pour cette présentation, on a deux brillants orateurs qui ont passé leur vie avec les conteneurs. Donc ils vont vous parler des métiers qu'on peut trouver autour du conteneur, de la manière dont on peut voyager, parce que dans ces métiers-là, on est connecté au monde. Donc on peut voyager, dont on peut échanger avec toutes les cultures. Donc c'est un métier, des métiers qui sont passionnants. Donc Jean-Pierre Bovin, qui a travaillé par le passé chez Delmas et qui maintenant est directeur et guide au Port Center. Et puis Benoît Douillet, qui lui a fait sa carrière chez MSC, le plus grand armateur au monde aujourd'hui, dans le conteneur, qui travaille également chez Circoe en tant que responsable développement. Donc on va commencer par un petit film pour vous présenter les grands concepts de la logistique du conteneur. Et puis ensuite, on va laisser nos deux intervenants rentrer dans les détails des métiers. Et écoutez bien, parce qu'à la fin des présentations, il va y avoir un petit exercice, un petit quiz qu'on organise. Et évidemment, les gagnants, les 3 meilleurs, se verront remettre des prix s'ils ont bien répondu aux questions. Donc soyez très attentifs à ce que Benoît et Jean-Pierre vont vous raconter, parce qu'il y a des lots incroyables. Et j'ajoute que donc, cette conférence est organisée par Circoe et le Port Center, Greta, qui est derrière vous, qui est la directrice du Port Center. Donc c'est une conférence qui est co-organisée par ces deux organismes. On démarre avec le petit film. Vous êtes-vous déjà demandé comment les objets de notre quotidien arrivent jusqu'à nous ? Prenons cette console par exemple. Son histoire commence à 10 000 km de chez nous, en Chine. C'est là que notre console a été fabriquée. Pour arriver entre vos mains, notre console va connaître un long cheminement, comme la plupart des objets de notre quotidien. Avant tout, il faut organiser le transport. C'est la mission du commissionnaire de transport ou transitaire. C'est lui qui va prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que l'objet arrive à bon port. Le commissionnaire de transport doit d'abord trouver un transporteur terrestre en Chine pour acheminer la marchandise de l'usine jusqu'au port, puis un transporteur maritime pour traverser les océans jusqu'au Havre, et enfin, un transporteur terrestre pour le parcours du port au point de vente final. Autant d'étapes pour lesquelles il doit aussi assurer les tâches administratives et juridiques, voire les déclarations douanières. Avant d'embarquer, notre console de jeu est conditionnée dans un conteneur et devra être chargée sur un navire. Le navire appartient à un armateur qui possède aussi des conteneurs. L'armateur gère les rotations de ses navires dans tous les ports du monde. Il prévoit pour chaque voyage un équipage, des vivres, du matériel et bien sûr, beaucoup de carburant. Le conteneur est embarqué avec des milliers d'autres pour une traversée de plusieurs semaines. Ici, notre destination est Le Havre. Pour la rentabilité du transport, le navire doit toujours naviguer chargé de marchandises sur l'ensemble de son parcours, à l'aller comme au retour. L'armateur confie cette mission commerciale à des agents maritimes présents dans chaque port où le navire fait escale. L'agent maritime est le représentant de l'armateur dans le port. Il assure la commercialisation du navire en contactant différents transitaires et chargeurs en quête d'expédition afin d'assurer le remplissage optimum du navire. Lorsque le navire approche de son port d'arrivée, c'est un autre représentant de l'armateur qui intervient, le consignataire ou agent coq comme on l'appelle parfois. L'agent maritime et le consignataire peuvent être une seule et même entité. Le consignataire informe l'ensemble des intervenants portuaires de l'arrivée imminente du navire.
La capitainerie tout d'abord, car elle planifie l'ensemble des entrées et des sorties des navires pour organiser le trafic dans le port. L'officier présent va indiquer au navire sur quel quai il va pouvoir accoster, en accord avec le consignataire et le terminal concerné. À l'approche du Havre, un pilote accède au navire par vedette rapide ou par hélicoptère pour assurer la conduite du navire dans le port jusqu'au poste à quai. C'est un professionnel qui connaît parfaitement les contraintes du port. Les remorqueurs rejoignent ensuite le navire et l'accompagnent jusqu'au terminal, si besoin en passant par des écluses et des ponts, gérés et manœuvrés par les services du Grand Port Maritime du Havre et l'assistent dans sa manœuvre jusqu'au terminal. Une opération délicate compte tenu de la taille de ces monstres d'acier. Le navire accoste enfin au terminal et il est amarré au quai par les lamaneurs. Le terminal est géré par une société de manutention privée indépendante qui emploie des ouvriers dockers. C'est maintenant à leur tour d'entrer en scène. À l'aide des portiques et des cavaliers, ils déchargent rapidement les conteneurs import et chargent les conteneurs export. L'opération est réalisée sous l'œil de l'agent maritime qui s'assure de la bonne prise en charge de la marchandise. Avant de sortir du terminal, l'équipage, le navire et les conteneurs peuvent être inspectés par les autorités de contrôle qui veillent à la sûreté en luttant contre les trafics illicites comme les stupéfiants, la contrefaçon et l'immigration clandestine. Après les formalités douanières, administratives et commerciales, les conteneurs sont acheminés par la route, le rail ou les voies fluviales vers les entrepôts sur la demande du client via son commissionnaire de transport. Notre console de jeu est ensuite distribuée à son point de vente. Fin du voyage. Comme vous venez de le voir, la vie du port est constituée d'un ensemble d'acteurs qui doivent échanger de nombreuses informations pour que la marchandise arrive à bonne destination. Ils échangent grâce à un système informatique portuaire mutualisé. Vous retrouverez la même chaîne d'acteurs pour le transport du pétrole, du gaz, des produits chimiques, du charbon, du sucre, mais aussi de véhicules, à l'import comme à l'export. Voilà, ça marche. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis donc Jean-Pierre Bauvin, je suis un ancien d'Elmas, donc de la partie maritime. Vous avez vu avec le petit film une opération d'importation pour la France. On va reprendre un petit peu les différents éléments. Vous avez déjà tout vu avec ce petit film, mais on va essayer d'être un peu plus précis. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera de vous apporter des réponses pertinentes. Alors, le conteneur, qu'est-ce que c'est que le conteneur ? Le conteneur, c'est, comme on l'indique ici, c'est en fait un morceau de la cale du navire qui est déplacé pour aller jusque chez le client. Autrefois, quand on faisait du transport, on transportait des sacs, on transportait des caisses, et on les transportait depuis le point de fabrication jusqu'au point de destination, mais en les reprenant à chaque fois et en les manipulant à chaque fois. Alors, je ne vous dis pas un sac de sucre, par exemple, qu'on mettait sur un certain nombre de moyens de transport, on le manipulait en particulier avec des crocs pour pouvoir prendre les sacs. Et à l'arrivée, bien sûr, la marchandise était malheureusement dans un état quelquefois un petit peu abîmé. Avec le système du conteneur, c'est complètement différent. On amène le conteneur, c'est une caisse métallique, c'est une caisse en acier, qui va permettre de mettre la marchandise une bonne fois pour toutes à l'intérieur du conteneur. C'est l'exportateur souvent qui va la mettre dans le conteneur. Et puis la marchandise, ensuite, elle va être protégée et le conteneur va être plombé, ce qui va montrer qu'à l'arrivée, la marchandise qui a été placée est bien la même marchandise que celle qui a été mise à l'origine, et donc de vérifier qu'il n'y a pas eu d'altération de la marchandise à l'arrivée. Alors, ce conteneur, il est en plus un outil très facile de chargement. Ça améliore bien entendu la productivité au niveau des chargements, puisqu'en fait, le conteneur, à chaque fois qu'on soulève un conteneur, eh bien, on soulève 18 tonnes si c'est un 20 pieds, 30 tonnes si c'est un 40 pieds. Et puis, on va ensuite le mettre sur le bateau avec un système d'empilage. En fait, on va jouer au Tetris. C'est un système très simple d'empilage des conteneurs en fonction des ports de destination et des ports de chargement. Alors, ce système, il est bien entendu quelque chose de bien organisé avec des plans qui permettent de travailler sur le conteneur.
Alors, les deux principaux types de conteneurs, vous les avez là, ce sont donc des caisses métalliques. Les premiers, c'est ce qu'on appelait le petit conteneur, hein. C'est un conteneur de 20 pieds avec des dimensions qui sont des dimensions américaines. Le conteneur, il est originaire des États-Unis. C'est un transporteur de camions qui s'appelle McLean, qui a commencé le conteneur juste après-guerre, et on l'a vu arriver, nous, en Europe, à peu près dans les années 60, 60-70, les premiers conteneurs sont arrivés au Havre. Alors, le conteneur, je vous le disais, premier type, c'est le 20 pieds, et puis on a la possibilité de construire des conteneurs qui font le double du 20 pieds, ce qu'on appelle les 40 pieds, c'est donc 2 fois la dimension du 20 pieds. Ces conteneurs, ce sont donc des caisses métalliques, plombage, sécurité de la marchandise. On a, bien entendu, pour s'adapter aux différents types de marchandises à transporter, construit des conteneurs spécialisés, dits spécialisés, qui vont permettre de s'adapter parfaitement à la marchandise. On a donc le conteneur, ce qu'on appelle le conteneur dry, qui est la caisse basique, mais on a également le conteneur reefer, le conteneur réfrigéré, qui permet de transporter des marchandises soit sous température positive, soit sous température négative, hein, pour tout ce qui est viande congelée, par exemple. Ces conteneurs sont équipés de leur propre système de production de froid, avec un groupe qui est intégré au conteneur et qui est branché sur le système électrique du navire pendant le transport, ou qui est branché sur le camion pour pouvoir permettre le maintien de la température. Alors, il y a des systèmes de contrôle de température avec des disques qui permettent de suivre l'évolution de la température. Et si jamais il y a des modifications, bien sûr, il faut intervenir immédiatement pour éviter la rupture de la chaîne du froid. Les autres types de conteneurs, vous avez ce qu'on appelle le flat rack. C'est un conteneur qui n'a pas de côté, juste deux façades pour retenir la marchandise, mais qui permet de charger les marchandises avec des chariots élévateurs. C'est un système facile pour des marchandises un peu plus grandes que la taille du conteneur, qui permettent, bien sûr, de déborder un petit peu sur les côtés. Le quatrième type, c'est l'open top. L'open top, c'est un conteneur bâché, il y a une bâche sur le dessus. Et donc, on enlève la bâche pour pouvoir charger la marchandise. À ce moment-là, on peut la charger avec une grue pour des marchandises lourdes, par exemple, qui permettent de les descendre et de les placer dans le conteneur. Enfin, le dernier type qui vous est présenté là, il y a d'autres types, bien sûr, plus adaptés, mais plus spécifiques. Mais le dernier type que vous avez ici, c'est le conteneur citerne, qui est un conteneur soit pour de l'alimentaire, soit pour des produits chimiques. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes conteneurs qui sont utilisés pour l'un ou pour l'autre. Voilà, donc ce sont les principaux types de conteneurs que l'on peut trouver qui sont utilisés pour tous les types de marchandises. Alors, on va parler maintenant de la chaîne, puisque le conteneur, tel qu'on l'a vu, il va être utilisé dans une chaîne de transport et il va partir depuis le fournisseur jusqu'à l'acheteur. Tout commence en fait par ce qu'on appelle le contrat commercial. Le contrat commercial, là, le conteneur n'est pas concerné. C'est entre un vendeur et puis un acheteur qui ce contrat est traité. Le contrat, il est traité par deux personnes qui connaissent leurs produits parfaitement et donc qui vont, dans ce contrat, définir la typologie du produit. On va prendre un exemple. Hein, vous aviez la console tout à l'heure. Nous, on va parler du vin. Hein, on est bon français, bien franchouillard, donc on va rester sur le vin. Donc, le principe du vin, c'est donc un vigneron qui va prendre contact avec un importateur. On va prendre l'exemple du Canada. Et puis, tous les deux, ils se mettent d'accord sur la marchandise qui va être achetée. Alors, on va définir les crus concernés, l'étiquette, le nombre de bouteilles, le prix de chaque bouteille, etc., etc. Et ce contrat, on reste bien là sur le plan commercial. Et dans le contrat commercial, alors, on va répartir les coûts en fait, entre le moment de la production et le moment de l'importation, suivant des termes que l'on connaît souvent, qui sont préétablis, qu'on appelle les incoterms. Bon, c'est un peu spécialiste, mais qui permettent de définir qui a la charge de quoi. Et entre autres, on va définir dans cette discussion qui est en charge du transport. Et là, c'est quelque chose de très important, puisque le transport, c'est quand même un coût, bien sûr, mais c'est également une nécessité de connaissance de l'organisation de la chaîne pour pouvoir trouver les bons interlocuteurs au meilleur prix.
Et là, on va définir donc dans ce contrat commercial le responsable du transport. C'est donc, on va prendre dans notre exemple le vigneron qui va se charger du transport. Le vigneron, il sait faire son vin, c'est un spécialiste, mais par contre, il ne connaît rien au transport, et donc il faut qu'il trouve un spécialiste. Le spécialiste en question, c'est celui qu'on appelle le commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport, il a l'obligation de trouver les meilleures solutions pour son client, et donc il va commencer par construire le produit. C'est-à-dire qu'il va prendre contact dans les ports, avec les camionneurs, avec toutes les personnalités qui vont intervenir pendant la chaîne du transport. Et puis, il va prendre contact avec ses agents, par exemple, au port, qu'on appelle les transitaires. Les transitaires vont à ce moment-là lui donner toutes les possibilités qu'ils ont dans leur port, avec les armateurs potentiels, les prix qui sont donnés, les dates de départ des navires, etc. etc. À partir des contacts qu'il a avec toutes ces personnes-là, il va définir la chaîne exacte pour transporter la marchandise. Il va établir le prix qu'il va falloir appliquer. Il va proposer un forfait à son client. Et le client, qui se sera mis d'accord avec lui, va lui confier la totalité des opérations de transport. Alors, en gros, dans un transport entre la fourniture, la production du vin et puis l'arrivée à destination, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-transport, qui va aller de la partie production, du site de production jusqu'au port de chargement. Il y a une deuxième partie qu'on va appeler le transport maritime, qui est la partie entre le port de chargement et le port de déchargement. Et puis, il y a une troisième partie qu'on appelle le post-transport. C'est à partir du moment où la marchandise est arrivée dans le port de destination. C'est la partie qui va consister à prendre, avec des moyens terrestres, la marchandise à l'arrivée dans le port pour l'emmener jusqu'à destination finale à l'intérieur des terres du pays de destination. Pour la partie pré-transport, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma qui est là. Vous voyez que c'est une chaîne, en fait. C'est une série de maillons. Et la marchandise va passer de l'un à l'autre avec des changements de responsabilité à chaque fois. Et donc, la marchandise étant produite, le vin étant produit, il est stocké dans des entrepôts qui appartiennent aux vignerons. Et puis, on va lui amener le conteneur. Donc, il va falloir pouvoir remplir le conteneur chez lui. Donc, on va amener la cale du navire, comme je vous disais, jusque chez lui. Et pour ce faire, les conteneurs qui appartiennent aux armateurs sont gérés par les armateurs. Et donc, le commissaire de transport va obtenir la fourniture d'un conteneur vide auprès de l'armateur qui a été retenu. Ce conteneur va être présenté en fait dans les entrepôts du fournisseur. La marchandise va être empotée, comme on dit, dans le conteneur. Et le conteneur va être ensuite plombé une fois que la marchandise a bien été mise dedans et que la sécurité de la marchandise est assurée. Le conteneur ensuite est repris par un moyen de transport pour aller vers le port de chargement. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Pour le fournisseur de Saint-Émilion, il aurait pu se poser la question d'exporter par le port de Bordeaux, par exemple, en emmenant son conteneur à Bordeaux, puis ensuite en reprenant un bateau, soit directement sur les États-Unis, soit en remontant jusqu'au port du Havre. Ou alors, pour des marchandises qui auraient été produites dans la région parisienne, on peut utiliser la barge pour faire du fluvial, qui est aussi une possibilité. Donc 3 possibilités principales. Le camion, qui est celle qui est la plus utilisée, environ pour le Havre par exemple, 75% des conteneurs qui chargent au Havre sont faits par camion. Autrement, il y a la barge, et puis il y a le fer également qui peut être utilisé. On a des plateformes de regroupement de marchandises, et puis ça remonte par le fer vers le port de chargement. Alors, la marchandise, ensuite, elle est amenée par ce camion jusqu'au port. Au port, elle va arriver sur un terminal où là, la marchandise va être mise à terre de façon à attendre l'arrivée du navire conformément aux dates qui ont été données, puisque ces navires sont souvent des navires de ligne régulière qui sont comme des autobus, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de ports. Ils savent qu'ils arriveront à telle date, telle date, telle date, et pour ensuite emmener la marchandise avec un délai bien précisé. Alors, notre présentation, elle est surtout pour essayer de montrer aussi les métiers qui interviennent. Vous les avez ici. Donc, les opérations dans la partie pré-transport, c'est-à-dire la première partie, ce sont donc des opérations de stockage, de mise à disposition du vide, empotage, transport, réception sur parc et rapprochement de la marchandise à quai quand le bateau arrive pour pouvoir charger le conteneur. Et là, les prestations qui vont intervenir, ce sont
les magasiniers, bien sûr, qui vont gérer le stock, ou les logisticiens qui vont gérer le stock dans les entrepôts, les transporteurs routiers, les manutentionnaires, les personnels ferroviaires et puis les mariniers pour la partie fluviale, ainsi qu'à l'arrivée, bien sûr, les ouvriers portuaires ou les compagnies de manutention portuaire, hein, ce qu'on appelle traditionnellement les dockers, pour pouvoir mettre la marchandise à terre et l'amener le long du bord. Après, il y a également des tâches administratives qu'on oublie très souvent, puisque comme ce n'est pas physique, on en parle peu, qui consistent en fait à faire toutes les opérations d'agréage, c'est-à-dire à vérifier que la marchandise est bien conforme à celle qui a été commandée, que c'est les bonnes quantités, les bonnes qualités surtout. Il y a également toutes les opérations de douane qui sont importantes et donc qui vont mettre en action un certain nombre de métiers particuliers comme les commissionnaires en douane ou les choses comme ça. Vous avez également tous les problèmes liés aux assurances de la marchandise. Et puis, vous avez surtout toute la partie de réservation de fret. Avant un chargement sur un bateau, il faut réserver son emplacement à bord. Et donc, le transitaire va prendre contact avec les représentants de l'armateur, ce qu'on appelle les agents maritimes, pour pouvoir réserver le fret sur le bateau en question pour que la place soit bien prévue au moment de l'arrivée du bateau. Donc là, pour nous, à ce moment-là, c'est les agents de transit, les agréeurs, les logisticiens et douaniers qui interviennent. Donc toutes professions qui sont des professions liées au port. Et pour un port comme le Havre, vous le savez certainement, on est à peu près 180 000 au Havre, hein, la population du Havre. Et sur ces 180 000, il y a près de 40 000 personnes qui travaillent de près ou de loin avec le port. Donc c'est une très forte population qui est impliquée dans ces opérations, dans cette chaîne des transports. Donc là, le conteneur est arrivé au port, il est sur le quai, prêt à charger. Et là, on va passer à la partie maritime. Et là, je passe la parole à Benoît, qui va vous en expliquer les différents maillons. Bonjour à tous, donc Benoît Douillet, donc je travaille chez Circoé. Robin Poté vous en a parlé tout à l'heure. J'étais avant directeur de l'agence de MSC du Havre, donc spécialisé dans le conteneur et les affaires portuaires et la manutention portuaire. Donc votre conteneur est arrivé à quai. Il a fait à l'origine, il a été réservé, il a fait l'objet d'une réservation de fret qui s'appelle un booking. Le conteneur est maintenant à quai et il va faire partie d'une liste de chargement complet pour le navire. Ce conteneur donc part de Bordeaux, il arrive au Havre, le booking sera Le Havre, Montréal, pour être réexpédié à Ottawa. Il va être mis sur les quais dans une travée spéciale pour le Canada, tous les conteneurs export pour Montréal, parce que ça ne sera pas le seul, seront placés sur cette travée-là pour être placés à un emplacement à bord dans une cale spécifique pour Montréal. Le navire, il ne va pas faire que Montréal, c'est un navire qui va faire tous les ports du Nord, en charge et en décharge. Il fait partie d'une ligne régulière, donc il va faire Felixstowe en Angleterre, il va faire Rotterdam, il va faire Hambourg, il va faire Anvers, il va faire Le Havre, il va repartir pour le Nord-Atlantique, il va faire probablement New York, Baltimore, Halifax et Montréal. Donc ça, c'est une ligne régulière et ce fameux conteneur, il va être chargé dans une cale spécifique pour Montréal, etc. Donc le navire fait partie de cette ligne régulière, tourne, il fait sa charge et sa décharge dans tous les ports. Le conteneur est à quai, il est sous la responsabilité de l'armement maintenant, donc de l'agent maritime, qui lui-même est responsable de la manutention. Toutes les opérations de douane, toutes les listes de chargement, tous les poids, tout sera fixé à peu près 35 heures avant l'arrivée de ce navire-là pour pouvoir faire le plan de chargement du navire. Donc on va estimer que pour Montréal, on va avoir 200 conteneurs, probablement, dont ce conteneur de vin, tous classés au niveau de poids des conteneurs, de la marchandise, pour pouvoir mettre les conteneurs soit en fond de cale, soit en hauteur, etc., mais tous pour Montréal, et assurer ainsi la stabilité du navire. Une fois que tout est bon à embarquer, le plan de chargement est fait, la marchandise donc, va charger sur ce conteneur, on aura vérifié que tous les conteneurs étaient bons de douane, et le navire va pouvoir partir
pour son premier port de décharge, etc., etc. Et il va faire la traversée, il va arriver à Montréal, où là, c'est le phénomène inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir la décharge du conteneur, le dédouanement du conteneur et la réexpédition du conteneur. Le premier petit film que vous avez vu tout à l'heure, c'était à un port de Chine, mais c'était ce phénomène-là. Donc, vous avez grosso modo deux styles d'opérations sur les navires, c'est les opérations export et les opérations import. L'export, c'est un peu un puzzle qui se monte petit à petit. On charge par prévision. L'import, tout est fait et c'est beaucoup plus rapide et il faut que la marchandise dégage le plus vite possible des quais parce que c'est souvent du flux tendu. Et donc, on arrive à une date précise également pour être livré à une date précise également. De l'autre côté, vous avez affaire également au même style de métier. Hein. Donc, vous avez donc le manutentionnaire à l'arrivée, vous avez le transitaire, vous avez la douane et vous avez soit le transporteur routier, soit le fer, soit la barge pour arriver à destination. Concernant les métiers, alors les métiers du port, il y en a, je vais dire, 200 ou 300, c'est énorme. Hein. On parle des principaux, donc exportateurs, importateurs, qui n'ont rien à voir avec le transport. Vous avez commissionnaire de transport, transitaire, transporteur maritime, manutentionnaire, etc. En termes de port, vous avez également les services aux navires, c'est-à-dire que vous avez des services portuaires qui vont approcher et accoster le navire. Hein. Tout ça en coordination entre eux. Donc vous avez la capitainerie du port qui s'occupe du placement du navire et de la circulation maritime, en liaison avec le pilote. Le pilote du navire, c'est celui qui remplace le commandant du navire pour rentrer le navire, puisque les commandants ne connaissent pas les spécificités portuaires de chaque port. C'est le pilote qui remplace, et le remorqueur qui est là pour tirer le navire dans un sens ou dans un autre et pour pouvoir l'accoster sans problème. Le Havre est un port qui est un port rapide, c'est un port qui est fait à l'extérieur depuis 2010 à peu près, et c'est un port très rapide et qui a l'avantage de pouvoir escaler en espace de 1h30 à peu près un bateau, alors que si vous allez à Anvers, vous avez tout l'ESCO à remonter et vous avez 9 heures de remontée et 9 heures de descente. Et ça coûte très cher. Une journée de navire, c'est à peu près 150 000 à 250 000 $ en exploitation. Donc, c'est pour ça que le port du Havre est très intéressant, parce que c'est un port en eau profonde. Le tirant d'eau est de 17-18 mètres. Et tous les gros navires qui viennent de l'Asie commencent par décharger au Havre pour remonter dans les ports du Nord qui n'ont pas ce tirant d'eau-là. Hein, donc c'est assez complexe. Les navires à l'époque faisaient 2000 conteneurs, 3000 conteneurs. On arrive maintenant à des 24 000 conteneurs, ce qui est devenu absolument gigantesque. Et chaque métier portuaire devient une spécialité. La personne qui fait de l'import, elle ne fera pas de l'export. C'est extrêmement rare. Et tout est sectionné dans les différents métiers. Et c'est devenu, avec la mondialisation, c'est devenu absolument gigantesque. Et voilà. Donc, dans les différents métiers, vous avez les métiers physiques, donc manutention. Vous avez manutention, vous avez transport, vous avez le stockage, comme l'a dit tout à l'heure, et vous avez tout ce qui est portuaire. Donc, vous avez la manutention portuaire. On les appelle les dockers, qui sont dans des sociétés de manutention. Vous avez le transporteur routier, vous avez le fer, vous avez les marins, magasiniers, et de l'autre côté, tout ce qui est agent de transit, logisticien et douanier, pour tout ce qui est administratif. D'une manière générale, et on ne s'en rend pas bien compte, quand vous exportez de la marchandise, quand vous importez de la marchandise, vous avez 3 flux principaux. Le flux physique, donc camion, manutention, navire, manutention, camion. Vous avez le flux administratif qui récapitule toute la marchandise qui est à bord, qui doit être dédouanée, et aussi
la documentation envoyée au port de déchargement pour pouvoir redédouaner là-bas et ensuite être réexpédiée. Et vous avez un flux financier qui est énorme. Comme je vous le disais déjà, le premier flux financier, la dépense d'un navire qui tourne, c'est entre 150 000 et 250 000 $ par jour. Si votre navire il prend un jour de retard, vous imaginez ce que ça donne. Si on rate une manutention dans un port parce qu'il y a une mer qui a été assez forte, c'est très compliqué. Si le navire il prend du retard, eh ben, c'est tout l'argent qui est perdu. Et il y a aussi une troisième notion, c'est qu'un conteneur de vin, vous pouvez avoir pour, je veux dire, 300 000, 400 000 € de marchandises à l'intérieur, mais vous avez des conteneurs comme des conteneurs qui transportent des vaccins, par exemple, en frigorifique, vous pouvez avoir pour 1 million, 1,5 million de marchandises. Donc, tout le transfert de la marchandise qui va sur un bateau est extrêmement important. Et sur un navire complet, vous pouvez avoir pour 1 milliard d'euros de marchandises sous la responsabilité de l'armement. Et donc, il y a un flux financier. Et c'est tout ça qu'il faut gérer aussi. Vous avez le fret maritime que vous facturez, le transport maritime, etc. Mais aussi la responsabilité de la cargaison elle-même. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a des assureurs aussi, puisque vous pouvez avoir des accidents en mer, vous pouvez avoir un conteneur qui tombe à la mer, ça peut arriver pendant les tempêtes. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des avaries communes, c'est-à-dire le navire qui tombe en panne ou qui a un accident. Vous pouvez avoir des aléas de mer. Et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et on peut, sans parler du côté physique de l'armement, un armement, c'est aussi une banque, puisque c'est du transfert d'argent énormément, soit dans le transport, soit dans la réalité de la marchandise. Vous avez sans doute entendu parler de piraterie dans le golfe d'Aden, et ce genre de choses. Ce sont des bateaux qui sont détournés pour la valeur de la marchandise, et ça a été un gros problème à un moment donné, qui est un peu mieux géré actuellement, mais c'est aussi un très gros problème. Donc ce qui peut vous intéresser, c'est que dans ce genre dans les métiers portuaires, vous avez 300 métiers. Vous avez vraiment des métiers qui sont très divers. Vous pouvez être spécialisé dans le juridique, vous pouvez être spécialisé dans la finance maritime, vous pouvez être spécialisé dans la manutention, vous pouvez être spécialisé dans le transport, vous pouvez être spécialisé partout. Moi, j'avais un vieux patron qui me disait toujours on connaît un petit peu de beaucoup, parce qu'on était généraliste à notre époque, on touchait à tout, et maintenant, on connaît beaucoup de un petit peu pour la génération qui vient. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces métiers-là sont des spécialistes de leur branche spécifiquement, et ne seront plus jamais généralistes, puisque la taille des bateaux est passée de 1000 conteneurs à 24 000 conteneurs, donc vous ne pouvez pas les traiter de la même façon. Donc, 3 flux, un flux physique, qui est très important, très technique, vraiment très technique, un flux administratif, où vous ne pouvez pas vous tromper non plus, et un flux financier également. Ce sont des métiers qui sont tournés vers l'international, donc la langue officielle, c'est l'anglais. Vous travaillez avec des décalages horaires, le matin, vous allez travailler avec des Chinois, l'après-midi, vous allez travailler avec les États-Unis, c'est un travail de 24 heures sur 24. Les principaux axes des compagnies maritimes sont les axes, ce qu'on appelle Est-Ouest, donc Asie, Europe, États-Unis, ou plutôt États-Unis, Europe, Asie, ou les axes Nord-Sud, où vous desservez effectivement tout ce qui est Afrique et pays du Sud, et Amérique du Sud, etc. etc. Donc voilà, nous, on a été plutôt spécialisés ligne maritime. On était capable aussi de faire du pré-transport, du post-transport et de la commission de transport, mais c'est la partie coque navire qui nous intéressait particulièrement et la manutention portuaire. Alors, je voudrais juste rajouter deux petits points. Le premier point, c'est que, vous l'avez compris, ce sont des métiers de passion, c'est-à-dire que, en tout cas dans la partie maritime, quand on rentrait tout jeune dans ces métiers-là, on continuait toute sa vie et on était même
après la retraite, on continue de rester lié à ce métier, tellement on a apprécié ce lien avec la mer et avec les navires. Et puis avec un ensemble de contacts aussi, un rôle humain qui est très important, puisque que ce soit au niveau commercial avec les clients, que ce soit avec tous les intervenants techniques que vous avez vus dans tous les métiers, ce sont des contacts très riches et qui véritablement enrichissent la personnalité. Et puis, on est toujours content de retrouver les anciens du maritime. Ça veut dire qu'on est encore une fois une grande famille qui tourne profondément sur ces métiers. Il y a un point que je voudrais rajouter quand même par rapport à ce qu'a dit Benoît, c'est quand il parle effectivement des transports administratifs. Vous avez compris qu'il y a donc un transport de marchandises, mais qu'il y a également un transport de données. C'est-à-dire que tout ce qui est administratif, ce sont des données qui sont transportées, et le transporteur maritime devient transporteur de données, avec des systèmes qui sont bien entendu avec l'informatique interconnectée. Et ce sont des développements très importants qui se sont mis en place depuis un certain nombre d'années, avec des systèmes informatiques qui sont interconnectés, qui permettent que l'information circule dans tous les sens, y compris avec la douane, y compris avec tous les métiers portuaires. Et on a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine. Et en particulier au Havre, on a la chance d'avoir une société qui s'appelle la Soget, vous connaissez peut-être, qui développe des systèmes informatiques et qui aujourd'hui vend ces systèmes informatiques partout à l'international. Et donc là aussi, vous voyez qu'il y a dans les métiers qu'on a évoqués tout à l'heure, vous avez des métiers directs, vous avez des métiers qui sont liés à l'informatique et vous avez des métiers, bien sûr, qui sont liés à tout l'encadrement dans lequel on vit, que ce soit les avocats, que ce soit les banquiers, que ce soit les autorités portuaires, les douaniers, les capitaineries, etc. Il y a un ensemble de populations qui tournent autour du port et donc de la chaîne de marchandises. Donc c'est comment on appelle ça, un foyer d'emploi qui est phénoménal. Et aujourd'hui, on recrute partout. Donc, quand on cherche sa voie, eh bien, regardez du côté de la mer et des bateaux. Vous avez toute opportunité pour développer votre potentiel et devenir des spécialistes et des experts. Voilà pour le... Il y a un métier dont on n'a pas parlé, c'est ce qui est douane. Quand on pense à la douane, on pense à l'agent avec son képi qui contrôle la marchandise. C'est pas comme ça que ça se passe. La douane a en réalité trois tâches principales. Ce sont les contrôles physiques, mais c'est très très peu. C'est 1% de la marchandise qui est contrôlée physiquement. Vous avez le contrôle documentaire quand même, donc savoir si toute la marchandise a été dédouanée. Et ça, ils font très attention à ça. Et les droits et taxes qu'ils encaissent pour l'État sur la valeur de la marchandise. Donc tout ce que vous exportez, que vous importez, vous avez des droits et taxes. Et donc c'est la douane qui encaisse ces droits et taxes pour le compte de l'État. Et c'est un métier à part entière aussi, où vous avez plusieurs métiers également. Alors, on a été peut-être assez complet et on vous a assommé de nos informations. Est-ce que vous avez des questions? On est là prêt à vous répondre sur toute question précise ou non. Allez-y. On a eu une bonne question d'un élève, je vais vous passer la parole hier, qui demandait si on pouvait exercer ce métier à l'étranger ou s'il y avait des postes disponibles à l'étranger. Alors la première chose, on vous l'a dit tout à l'heure, il faut parler anglais, bien sûr. Il faut très bien connaître l'économie des pays pour pouvoir transporter de la marchandise là-bas, parce que exporter sur les États-Unis, c'est pas comme exporter en Afrique, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même type de marchandise ni quoi que ce soit, donc il faut bien connaître les économies des pays. Et pour ça, les compagnies maritimes et tous les métiers de transit, de commissionnaires en transport, ont des implantations ou se déplacent pour aller à l'étranger. Le métier que vous exercerez dans le port du Havre, vous pouvez l'exercer à New York, dans n'importe quel pays du monde, puisque les process sont les mêmes dans chaque pays, grosso modo, avec quelques petites différences, mais c'est la même chose. Donc ça, c'était une très bonne question, et il faut savoir que si vous vous lancez dans ces carrières-là, à l'international, l'anglais est impératif, et c'est un monde tourné vers l'étranger
avec les décalages horaires et tout ce qui s'ensuit. Oui, avant de donner la parole à mademoiselle, un point par rapport à ce que vient de dire Benoît, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que les compagnies maritimes sont devenues des grands blocs. On parle des trois grandes, les trois premières. La première, c'est dans le conteneur, c'est MSC. La deuxième, c'est Maersk, compagnie danoise. Et puis la troisième, c'est CMA-CGM, qui est installée à Marseille. Et ces grandes compagnies sont des compagnies mondiales. Ça veut dire qu'elles ont des agences et des filiales partout dans le monde. Donc, quand vous intégrez ces grands groupes, et bien entendu, on a besoin de vous partout dans le monde. Donc, vous avez la possibilité d'aller exercer votre profession partout dans le monde et d'améliorer votre expertise en allant dans ces pays-là. Déjà, nous, à l'époque, chez Delmas, pour parler un petit peu d'expérience personnelle, nous, on avait ce qu'on appelait la pépinière. Et donc, quand on rentrait dans l'entreprise, on nous envoyait moi, j'ai été pendant 3 ans à Abidjan pour découvrir le pays, puisqu'on travaillait sur l'Afrique, pour découvrir ce que c'est que ce pays, quelle est la culture, comment ça fonctionne, et de découvrir les marchandises, etc., etc. Donc quand vous rentrez dans ces compagnies, qui sont des grandes compagnies, vous avez toujours la possibilité d'aller partout dans le monde en fonction des opportunités, de vos envies et de vos capacités. Vous aviez une question, mademoiselle? Bonjour, je m'appelle Daniela. J'ai une question. J'aimerais travailler en fait dans l'import-export et j'ai déjà une expérience dans l'export. Du coup, vous aviez dit tout à l'heure que le monde du maritime, ça se spécialise encore plus. Est-ce que pour une personne qui veut manager plus tard, être plus dans l'administration, coordonner un peu les activités import et export dans une compagnie maritime, est-ce qu'il faut se spécialiser directement dans l'export ou... Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, tout à fait. Votre question est une bonne question. J'ai donné des cours à des élèves et je leur ai posé une question piège parce qu'ils étaient en alternance et je leur ai demandé est-ce que vous avez une préférence entre l'import et l'export ou autre chose? Et ils m'ont tous dit oui dans le domaine qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est-à-dire certains m'ont dit je fais de l'import, c'est l'import que je préfère. Et en fait, c'est pas ça. Le but, à mon avis, le but pour des jeunes, c'est effectivement avoir les bases, mais surtout essayer d'être polyvalent dans d'autres domaines. Parce que c'est la seule solution pour pouvoir évoluer, c'est de savoir un petit peu tout faire. Alors c'est plus compliqué maintenant parce que les navires sont plus gros et qu'il faut être vraiment spécialisé, mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, ben voilà, je fais de l'export, donc je préfère faire l'export. On peut s'endormir dans un milieu qui est confortable, mais l'avenir, c'est pas ça. C'est vraiment toucher à tout, quoi, je pense. Merci. Merci. Une autre question? Profitez-en. Madame Fréret, pas de question? C'est très clair. Bon, apparemment, vous étiez très clair. Bravo. Donc, on va pouvoir passer à la dernière. Vérifier que vous avez bien écouté les propos de Jean-Pierre et de Benoît. Donc, on va passer au petit quiz. Donc, là, c'est mieux? Oui. Donc, ça se passe sur une application qui s'appelle Kahoot. Donc, vous allez voir afficher un QR code. Vous allez pouvoir scanner le QR code. Ça, vous faites ça tous les jours maintenant. Alors, le temps que la technique se lance. Donc voilà, donc il faut scanner le QR code. Une fois que c'est scanné, vous mettez votre prénom ou votre surnom et vous allez apparaître à l'écran. Alors, on vous laisse 2 minutes pour faire les réglages. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à le scanner, vous pouvez vous rapprocher de l'écran. Parce que vous êtes peut-être un peu loin. Oui, on ne rapprochera pas l'écran de vous. Donc ça y est, on commence à avoir quelques joueurs. Alors la participation est gratuite et les lots sont très nombreux. Alors même les professionnels peuvent jouer. C'est ouvert à tous. Donc on laisse encore 30 secondes pour que chacun charge. Donc là, on a pas mal de participants.
Tout le monde n'y est pas encore tout à fait. Alors, vous pouvez vous rapprocher hein, si jamais vous... Bon, on va démarrer. Donc, on lance la première question. Alors, je crois qu'il y a un tour de chauffe. Alors, on va voir apparaître la première question. Donc, un vrai ou faux? Ça, c'est juste pour se chauffer. Hein. Donc, LH Port Days existe-t-il depuis 10 ans déjà? Donc ça, c'est une question facile. Hein. Et donc, évidemment, c'est faux. Hein. Une bonne majorité avait trouvé la réponse. Et là, vous voyez les scores qui commencent à apparaître. Il y a une deuxième question de chauffe, je crois. Voilà. Combien de jours durent les LH Port Days? Donc là, assez facile. Donc voilà, 3 jours. Donc là aussi, un maximum de bonnes réponses. Donc on commence à voir les premiers de tête se distinguer. Et là, on commence sur les questions à proprement parler. Donc, qui est le propriétaire du conteneur? Ça, c'est facile. Hein. Donc, effectivement, le propriétaire du conteneur est l'armateur. Peut-être un mot, Jean-Pierre? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau de la cale du navire qui est amené jusque chez le client. Et donc, le propriétaire, c'est l'armateur qui est toujours le propriétaire de son conteneur. Donc, c'est pour ça que tous les conteneurs que vous voyez circuler un peu sur les camions partout, généralement, ils ont un nom d'armateur sur le côté, avec les couleurs de l'armateur, puisque les armateurs ont bien compris que c'était aussi un très bon moyen de faire de la publicité, et que quand un conteneur passait, on voyait le nom, et qu'on savait que sur le trafic, il y avait ces armateurs. Alors, les armateurs constituent également, en fonction de leurs besoins, des flottes de conteneurs, mais les conteneurs sont souvent pas au bon endroit, donc il faut à ce moment-là avoir recours à d'autres conteneurs en plus, qu'on appelle des conteneurs de location, et ce sont des organismes qui sont généralement des compagnies financières, qui sont propriétaires de conteneurs complémentaires, qui vont louer aux armateurs en fonction des besoins des armateurs pour pouvoir étoffer leur flotte, en fait. Hein. Voilà. Très bien. Question suivante. Ah, vrai ou faux? Donc, le rôle des douanes est d'encaisser les taxes, contrôler physiquement et administrativement la marchandise. Benoît, tu en as un peu parlé. Voilà, donc la réponse, c'est effectivement, c'est vrai. Hein, c'est vraiment leur métier. L'encaissement des taxes est quelque chose de très important, bien entendu, pour le budget national. Mais c'est également le contrôle de la marchandise, vérifier. Alors, on a souvent des reportages sur ces opérations. On voit que c'est la qualité des marchandises. On voit, par exemple, sur les oursons qui sont importés, les oursons en peluche, on vérifie qu'ils se résistent bien, que ce sont des objets qui ne sont pas dangereux pour les enfants, la dangerosité, bien sûr, la qualité. Et puis, bien sûr, il y a depuis peu, c'est la drogue. Hein, le contrôle de la drogue, ou alors les douanes font des préparatifs documentaires en regardant d'où vient la marchandise, quels sont les importateurs, quels sont les exportateurs, par où c'est passé, et en fonction de ça, savent s'il faut vérifier la marchandise, contrôler et ne pas contrôler pour pouvoir, bien entendu, mettre fin au trafic de drogue qui est une véritable catastrophe. Voilà. Parfait, on enchaîne. Donc, qui est le chef à bord du navire? Oui, bien sûr, bonne réponse. C'est le commandant. Alors, on dit c'est le commandant. En fait, ce n'est pas le commandant. Le seul, c'est Dieu qui dirige le bateau, hein, puisque on dit toujours le commandant, c'est le seul maître après Dieu. Hein, donc, c'est la tradition. Quand on a un bateau qui va rentrer dans le port, quelquefois, on entend dire c'est le pilote qui prend la main et qui dirige. Non, le pilote, il est le conseiller du commandant.
Donc, quand le bateau va arriver, le pilote va monter à bord et va, comme il connaît parfaitement le port, c'est lui qui va donner les instructions au commandant en lui disant voilà, par là, voilà la manœuvre qu'il faut faire. Mais le commandant reste toujours le seul maître après Dieu. Et si jamais le commandant décide que ce n'est pas ce qu'il faut faire et que ce que dit le pilote est faux, eh bien, c'est lui qui a raison. Et si jamais le bateau vient à la côte parce que le pilote a pris une fausse manœuvre, c'est le commandant qui reste responsable, puisque c'est lui qui est toujours responsable de son bateau. Très bien, merci. On continue. Donc les scores sont très serrés. Ça va se départager sur les 2 dernières questions. Alors quel type de contrat lie le vendeur et l'acheteur? Contrat de mariage, hein, évidemment. Donc attention, il y a un piège, hein, c'est le contrat entre le vendeur et l'acheteur. Voilà, donc c'est en fait le contrat commercial, hein, c'est bien ce qu'on évoquait tout à l'heure. Entre un acheteur et un vendeur, c'est donc tout début de la transaction. Et c'est donc l'acheteur et le vendeur qui vont se mettre d'accord sur un contrat commercial. On a bien parlé de l'acheteur et du vendeur. Après, en fonction de ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un accord entre l'acheteur et le vendeur sur qui va s'occuper du transport. Et à ce moment-là, arrive ce deuxième contrat, qui est le contrat de transport, avec cette profession importante, qui est le commissionnaire de transport. Quand je dis profession importante, c'est que le commissionnaire de transport, il a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Ça veut dire qu'une fois que le contrat a été passé, eh bien, le commissionnaire de transport est obligé de trouver les solutions pour amener la marchandise à destination. Un transitaire n'a qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il propose les bateaux qui viennent dans son port, etc. Mais si la marchandise, par hypothèse, est détournée parce que le bateau ne va pas au bon endroit, ce n'est pas le problème du transitaire, c'est le problème du commissionnaire de transport. Donc, profession très importante. Et ça, c'est le contrat de transport. Et ce qu'on vous demandait, c'était le contrat en tête, c'est-à-dire le contrat commercial. Très bien. Question suivante. Et donc, c'est la dernière. Donc, quelles sont les 2 tailles standards des conteneurs en équivalent 20 pieds? Alors là aussi, c'est facile. Voilà, 20 pieds, 40 pieds, on a bien insisté sur les 2 dimensions. Le 20 pieds, c'est donc le petit conteneur. Le 40 pieds, c'est le grand conteneur qui fait 2 fois le 20 pieds. Ce qu'on appelle le 20 pieds, c'est ce qu'on appelle aussi le TEU, le 20 Feet Equivalent Unit, ou bien le VP, l'équivalent 20 pieds. C'est l'unité conteneur. Quand on vous dit qu'un bateau, comme disait Benoît tout à l'heure, fait 24 000 conteneurs, c'est 24 000 EVP, c'est-à-dire 24 000 20 pieds qu'il peut prendre. Mais si on met que des 40 pieds dessus, bah, ça sera 12 000. Voilà. Pour les conteneurs, on n'a pas dit, mais effectivement, les conteneurs sont fixés soit à la base des 4 coins par des coins ISO, qui s'appellent des twist locks, et c'est porté sur le camion par le bas, et par contre, en manutention, c'est manutentionné par le haut. Hein, donc, ce sont des twist locks. Hein, et on retire ces twist locks, ou on bloque ces twist locks quand ils sont à bord des navires, et les conteneurs sont tous solidaires entre eux. Hein. Donc, ils rentrent dans des cales qui sont carrés et ils sont attachés par des cellules et ils sont attachés par ces twist locks. C'est important de le mentionner. Quoi. Merci à vous deux, en tout cas, pour cette intervention. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont bien bossé. Et on peut applaudir également Pierrick, Martin et Irène. Alors, je ne sais pas où ils sont, s'ils peuvent lever la main pour qu'on voit bien nos grands gagnants. Bravo à eux. Vous avez bien écouté. Donc, vous avez des lots qui vous attendent juste derrière, là, au niveau de la régie. Et puis, merci à tous pour votre écoute. Bon salon. Et n'oubliez pas de passer sur le conteneur à l'extérieur, hein, la grosse boîte bleue, venir tester de la réalité virtuelle, l'impression 3D. On est là pour vous servir. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.